Bonjour tout le monde, on commence dans 15 minutes exactement. Merci de vous être déjà connectés. Voilà. Très bien. Donc, merci à tout le monde, évidemment, de participer à cette rencontre qui fait partie, évidemment, du cycle des webinaires de CARE. Aujourd'hui, comme invité, nous avons Moustapha Mekidesh, ex-vice-président du CNES, du Conseil national économique et social algérien, évidemment, docteur en économie de l'Université de Grenoble, et il a eu un parcours dans l'univers des hydrocarbures sur le site industriel d'Arzeu. Il a eu un parcours aussi en tant que membre président de 2012 à 2017 du panel d'évaluation africaine auprès de l'Union africaine, donc d'évaluation par les La pairs. gouvernance. Évidemment, ça a trait à la gouvernance, oui, c'est ce que j'étais en train de... C'est moi qui parle. D'accord. Et donc, fondateur et directeur général de l'entreprise nationale d'engineering pétrolier, l'ENEP, et membre fondateur et vice-président de l'UNEP. Donc, pour le moment, donc, tu es consultant indépendant dans le secteur de l'industrie et auteur de nombreuses publications et de 4 ouvrages consacrés au secteur des hydrocarbures et à la conduite des réformes en Algérie, et président du Business Club Algérie-Japon. Mustapha, bon, je te cède la parole afin de nous parler de cette justement perspective que tu as concernant l'intégration de l'Algérie dans l'économie mondiale et la diversification de l'économie algérienne. À toi la parole. Merci, merci Slim. Je voudrais d'abord te remercier, toi et ton équipe, pour m'avoir donné l'occasion donc de m'exprimer sur cet outil et donc qui traverse les frontières, qui permettent à un certain nombre d'Algériens qui ne sont pas ici en Algérie également de pouvoir avoir ce message. Alors, je vais parler de quoi? En fait, mon exposé d'aujourd'hui est déjà largement inspiré d'une conférence que j'ai donnée à l'école de guerre de Tamenfoust, donc à la fin du printemps, début de l'été, sur la problématique, si vous voulez, du positionnement de l'Algérie dans les aspects économiques et géostratégiques après Covid, avec les changements donc qu'on peut anticiper. Et donc, j'aborderai cette problématique à partir de trois chapitres. Le premier donc portera sur, si vous voulez, l'irruption et la gestion de la pandémie en Algérie, dans quelles démarches, quels outils, quels résultats. Et puis ensuite, examiner, si vous voulez, la situation mondiale, avec les aspects liés, donc pris entre, si vous voulez, l'étau de la crainte sanitaire et l'obligation productive. La crainte sanitaire et l'obligation productive, comment globalement les choses se sont passées dans le monde, avec ce que j'ai appelé 4 scénarios de sortie de crise et de reprise économique que je vais développer en essayant, si vous voulez, de vous présenter celui qui me paraît le plus probable. Ça, c'est dans la deuxième partie. La troisième partie portera, donc on reviendra donc à l'Algérie en examinant les ajustements
et le nouveau paradigme économique que devra donc emprunter l'Algérie, à la fois à l'aune de la crise dans laquelle elle était encastrée avant l'apparition du Covid et également dans une vision avec une perspective de long terme. Voilà un peu les trois parties. Et je m'appesantirai de façon plus grande sur les aspects internes, puisque le sondage que nous avons fait a marqué l'intérêt de l'auditoire à cet aspect-là. Donc, voilà, si vous voulez, la première partie. On va voir un peu l'irruption, si vous voulez, de la pandémie en Algérie du point de vue peut-être daté à mars 2020 en Algérie, à la fois parce qu'il y a eu donc l'apparition de deux clusters. Un cluster à Blida Boufarik, donc avec des cas dits importés, donc de notre immigration en France, et également notre cluster donc, dans le sud, à Ouargla, avec donc l'Italien qui est venu, donc qui travaillait pour la Sonatrach. Donc, dès ces deux clusters, donc déjà, donc ça marque, si vous voulez, le positionnement et le point de départ de la nécessité d'une prise en charge sérieuse de cette pandémie. Il y a donc une démarche qui a été mise en œuvre par les pouvoirs publics. Ce sont des faits que je rappelle simplement, donc avec donc une riposte qui a été faite d'abord avec la mise en place d'un comité scientifique de suivi dès les premiers jours, à l'instar d'ailleurs des procédures qui sont faites au plan international et également sous l'éclairage et les orientations de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, il y a eu donc une feuille de route qui a été donc mise en place avec les annonces du président de la République du 19 mars 2020 et qui portait sur un certain nombre de mesures, à la fois sur le plan sanitaire, mais également sur le plan économique. Et donc, avec donc, les mesures de confinement et de couvre-feu qui ont été prises très tôt, la fermeture donc, des écoles et des universités très tôt par rapport à nos voisins, par exemple, ça a été fait de façon plus rapide. Et également avec, en même temps, si vous voulez, l'analyse la mise en ordre de marche du système sanitaire, dont on s'est aperçu des insuffisances d'ailleurs, mais enfin, qu'il s'est mobilisé avec les moyens qu'il avait parce que l'hôpital en Algérie est un des secteurs sur lesquels les réformes auraient dû porter plus tôt et les investissements. Donc, mais en l'état de crise, donc il fallait donc mobiliser ce secteur-là. Et également de façon complémentaire, donc il y a eu là déjà donc l'identification des soutiens à apporter à l'entreprise parce que donc il y a donc un certain nombre de secteurs qui ont été touchés très rapidement par les mesures prises par les pouvoirs publics, le secteur des transports, les petits métiers en général, donc le BTPH, un peu moins l'agriculture et le secteur donc, des industries manufacturières. Et ceci dans un contexte où les éléments de crise étaient préexistants. Je vous rappelle simplement, c'est pour ceux qui le savaient pas, que on était déjà donc en 2019, on avait une croissance molle. On avait donc 1,3% de croissance pour le premier trimestre 2019, mais c'était appuyé dans les années précédentes, sur toute la période, on était structurellement malgré, si vous voulez, une situation financière qui était meilleure, donc dans une situation globale de croissance molle, avec donc une aggravation, si vous voulez, donc de la situation. En gros, si vous voulez, on était à 1,3% de croissance au premier trimestre 2019. Et le premier trimestre 2020, l'ONS nous a annoncé dans ces derniers chiffres donc un recul de moins 3,9% dans la croissance. Donc,
la seule bonne nouvelle qu'on peut indiquer là-dessus, c'est le fait qu'il y a une bonne tenue du taux d'inflation relativement aux autres pays, hein, donc, notamment africains, donc avec une inflation donc à fin mai 2019, 1,9% ou 2% d'inflation. Donc, voilà donc, ce qu'on peut dire dans la situation dans laquelle on était, dans un momentum institutionnel et politique particulier, donc du Hirak et du post-Hirak également, et dans une situation économique où les choix qui ont été faits, en vérité, et je le dis cash, c'est que donc, les choix industriels, par exemple, qui ont été faits dans la filière automobile, étaient plus, pour reprendre l'expression de l'économiste américain prix Nobel Paul Krugman, donc une trappe à liquidité que réellement un processus industrialisant avec tous les procès qu'on a vus par la suite. Donc, c'est dans cette situation, avec donc des contraintes fortes, à la fois sur le plan interne, sur le plan donc budgétaire, et sur le plan, si vous voulez, de notre balance des paiements, que donc cette nouvelle contrainte supplémentaire à gérer est venue s'inscrire. Voilà donc, si vous voulez, comment on peut examiner les choses. Ce qu'on peut dire également, rajouter peut-être un autre point supplémentaire. Donc, il y a eu donc mobilisation des moyens, et donc avec le fait que nous étions donc de moyens extérieurs à acheter, donc à faire venir, donc en termes, si vous voulez, à la fois de médicaments et également d'un certain nombre de produits dont on était largement déficitaire dans le pays. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette situation, et sur lesquelles il y a donc en vérité, donc lorsqu'on fait le bilan global, donc un bilan relativement maîtrisé, mais on aurait pu mieux faire. De ce point de vue-là, voilà donc on peut rajouter, si vous voulez, au cours du débat, d'autres informations supplémentaires sur les reculs, sur les situations de recul et de crise profonde. Par exemple, hein, je vous cite la formation brute du capital fixe, c'est-à-dire finalement le taux d'investissement, en gros, si vous voulez, enregistré en 2019, il a été de 1%, alors qu'en 2018, donc, il était de 3,1%. C'est-à-dire qu'on est dans une situation extrêmement préoccupante, parce que c'est l'investissement d'aujourd'hui qui fera donc la production de demain et les emplois d'après-demain. Donc, ça, c'est une situation sur laquelle on reviendra lorsque on reviendra donc aux éléments de, si vous voulez, de redressement ou de réforme. On va l'appeler de réforme qu'il va falloir mener de façon plus soutenue, en tout cas plus déterminée, pour pouvoir sortir à la fois de cette nasse d'une croissance molle que nous avons eue, y compris avec des moyens financiers importants depuis plus de 10 ans. Et également, autre caractéristique que je voulais également indiquer, c'est deux choses. Un, c'est le recul structurel des hydrocarbures en tant que source de financement du développement, à la fois par l'effet quantité et par l'effet prix. Depuis 2007, l'effet quantité a joué, puis ensuite la crise de 2014 qui a été sous-estimée. J'en sais quelque chose parce que donc, j'ai vécu cette période où nous attirions l'attention sur la nécessité de sortir de cette euphorie de bahboha qui n'était qu'apparente, et qu'il fallait donc prendre les choses de façon plus sérieuse, parce que les gens considéraient que la crise de 2014 était une crise à cycle court. Or, on ne cessait de dire, messieurs, les politiques, c'est une crise à cycle long. Et nous n'en sommes pas sortis d'ailleurs. Et donc, la crise du Covid est venue compliquer encore les choses, puisque de 33 milliards de dollars donc, qui étaient attendus les années les années précédentes, on se retrouvera au mieux à 25 milliards de dollars pour pouvoir à la fois si vous voulez, pour pouvoir donc essayer de desserrer
ça va être difficile, les pressions qui se font sur notre balance des paiements. Voilà un peu sur ce qu'on pouvait dire sur les aspects internes pour le moment. Alors, on était inscrit dans une situation, si vous voulez, internationale, dans lesquelles, si vous voulez, les, euh, les différentes gestions des crises n'ont pas été faites de la même manière, y compris lorsque les philosophies politiques et les philosophies économiques étaient les mêmes. Dans le monde libéral, si vous voulez, les réponses apportées à cette crise dans le monde occidental ont été différentes, par exemple en Europe et aux États-Unis. Donc, il y a là donc à se poser la question. Et les réponses, en tout cas, sur le plan des réponses qui ont été apportées, on peut noter que pour la première fois, l'Union européenne est sortie de ces référents fondamentaux du 3% de déficit budgétaire pour les pays membres de l'Union européenne, et donc à libérer cet espace. Et a permis aux États donc, de pouvoir donc, s'endetter. Alors, je voudrais vous donner un chiffre simplement qui permet, et c'est un chiffre qui est donné par la Banque mondiale, et plus précisément par Gita Jupina, économiste en chef de la Banque mondiale, et son directeur Vitor Gaspar, directeur du département finances publiques de la même institution. Alors, la dette publique mondiale va atteindre en 2020 un niveau inédit dans l'histoire, 101,5% du PIB mondial. Cela va être supérieur du niveau atteint au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Vous vous rendez compte? Donc, c'est pour les libéraux, parce que tout à l'heure, quelqu'un m'a interpellé sur les visions libérales, ça va bousculer les partisans du consensus de Washington, chers amis. Ça. Et cette trajectoire de la dette, je cite Gita Jopina, la dette publique pourrait continuer à donner dans un scénario, à dériver, risque de dériver dans un scénario défavorable. Donc, dans ce cadre-là, un resserrement budgétaire trop précoce présente également des risques encore plus grands vis-à-vis donc d'un certain nombre d'équilibres sociaux et politiques. Alors, c'est pour ça que finalement, je suis donc les probabilistes, parce qu'en économie, les probabilistes ont un rôle à jouer, c'est-à-dire ceux qui essayent donc si vous voulez, d'analyser, d'identifier les différents scénarios possibles. Alors, il y a dans ce type de situation 4 scénarios possibles. Avec donc ces scénarios sont un scénario en V, un scénario en L, un scénario en U, un scénario en W. Donc, avec deux scénarios optimistes et 2 pessimistes. Alors, le scénario en V, c'est un scénario optimiste qui pensait que la crise du Covid allait donc et avec toutes ses conséquences, ses conséquences essentiellement donc ses conséquences sur le champ économique et donc social, sur la création de richesse et sur l'emploi. Alors donc dû donc aux différentes mesures de confinement prises par les différents pays pour pouvoir donc diminuer et gérer leur crise sanitaire, que c'est une crise qui n'allait pas durer, que donc on va avoir donc une croissance en V, c'est-à-dire la croissance diminue, donc, et puis le deuxième semestre 2020, on va avoir une reprise. On voit donc ce qu'il en est. Ça, c'est le premier scénario, donc le scénario en V. Il y a donc le scénario en W, c'est le scénario qui est celui du rebond de la pandémie. Possible. En tout cas, j'ai entendu tout à l'heure un président de la République d'un gouvernement de l'Union européenne
qui lui donc revient au couvre-feu, etc. Et ça va être en Allemagne, ça va être en France, ça va être en Grande-Bretagne, etc. Où le reconfinement versus diminution des activités risque là aussi donc de nous retrouver dans un scénario en W, c'est-à-dire qu'après avoir eu une reprise relative ou espérer une reprise relative, on redescendra donc avec une décroissance nouvelle qui va être encore beaucoup plus difficile à retrouver, avec donc une reprise beaucoup plus tard. Ça, c'est le scénario en W. Et il y a le scénario donc en L, c'est celui donc de la déprime totale, c'est-à-dire que donc on descend et puis aucune perspective de reprise. Et il y a donc des probabilistes qui pensent que c'est une situation qui peut qui peut donc arriver. Le dernier scénario, donc c'est un scénario en U, c'est-à-dire que nous avons donc une décroissance, puis ensuite donc une situation donc de décroissance qui persiste pendant 6 mois, un semestre ou 9 mois, et puis ensuite une reprise. Donc ça nous fait. Alors donc voilà les 4 scénarios que je vous ai exposés. Ce qu'il faut savoir, c'est que le seul pays pour le moment où le scénario optimiste, disons en U, hein, ou en V, hein, donc c'est les 2 scénarios donc optimistes, est en train de se concrétiser encore. Donc c'est en Chine, c'est-à-dire le pays qui tirait d'abord la croissance, hein, dans le passé, et qui a vu donc ce Covid naître. Voilà, donc voilà un peu sur ces politiques, ces différents scénarios. Donc, alors, d'où viennent, si vous voulez, la caractéristique de cette crise sanitaire? Et là, je cite donc, je vous renvoie aux travaux de Nassim Nicolas Taleb, qui est un probabiliste économiste, ancien trader, donc réputé, donc américain, et Noël Robini. Donc, je vous renvoie à leurs travaux sur la théorie du signe noir et du signe blanc. Signe avec CY, hein, non pas S. Du signe noir et du signe blanc. Vous savez que Nouriel Robini a été l'un des rares économistes à avoir prédit la crise de 2007, la crise financière de 2007. Et lui, il disait, et dans un des interviews que j'ai vues sur la presse suisse, il disait que finalement, là, en 2020, la crise de 1929 et celle de 2007 étaient des crises avec ce qu'il appelle, lui, un signe blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le signe blanc, ça veut dire que les éléments de prévisibilité étaient en place et qu'il fallait les décrypter. En revanche, la crise économique, donc, qui est issue, si vous voulez, du Covid-19, est une crise qu'il caractérise comme une crise du signe noir, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'éléments précurseurs qui pouvaient si vous voulez, l'anticiper. Et je vous renvoie à leurs travaux parce que pour Robini, lui, donc, est assez pessimiste après 2030. Il pense que la grande crise qui va nous retomber sur la tête va être autour de 2030, en liaison avec d'autres problématiques que je n'ai pas le temps de développer maintenant. Si vous voulez, donc, voilà, donc je résume sur les 4 scénarios. La crise en V, choc violent mais temporaire. La crise en U, choc plus durable mais avec une reprise et un rebond. Choc en L, donc crise en L, donc c'est un choc sans reprise à moyen terme. Il y a un choc en W avec un rebond qui est géré. Donc voilà, donc, et je crois que nous sommes dans une situation
où quand j'avais fait cette première conférence à l'école de guerre, cette perspective de rebond n'était pas encore perceptible. Mais là, avec les développements, si vous voulez, sanitaires au plan mondial, on s'aperçoit que beaucoup de pays, notamment en Europe, même si l'Afrique un peu, donc, pour des raisons particulières, donc n'a pas les niveaux, si vous voulez, massifs tels qu'ils se présentent actuellement, avec des risques de rebond tels qu'ils sont donc identifiables actuellement en Europe. Donc, fait que finalement, le scénario, si vous voulez, en W est beaucoup plus, à mon avis, probable que le scénario en V, c'est-à-dire qu'il ne faut pas écarter et il faut s'organiser dans ce sens-là. Voilà, donc avec évidemment y compris avec tout l'argent qui a été mis en œuvre pour la relance, donc on est entre incertitude et complexité, comme j'ai intitulé ma conférence. C'est-à-dire que ce sont des éléments extrêmement incertains. C'est pour ça que j'ai fait donc j'ai convoqué, peut-on dire, donc des probabilistes économistes, parce que les situations peuvent aller d'un scénario optimiste à un scénario pessimiste si on est encore dans l'incertitude, y compris donc les autorités sanitaires à travers le monde, y compris l'OMS, y compris donc les choses ne sont encore préoccupantes de ce point de vue-là. Donc, voilà donc ce que l'on peut dire. Alors, pour revenir maintenant dans la dernière partie, j'espère, Monsieur le Président, que je n'ai pas dépassé de mon temps, pour revenir à la partie qui est intéressée, qui a intéressé l'essentiel de l'auditoire. Alors, il va falloir mettre à jour la cartographie des menaces économiques. Je ne parle pas des menaces sanitaires, tout ça. Donc, c'est un sujet qu'il va falloir évidemment prendre en charge. Des menaces, la cartographie des menaces sur fond de crise préexistante qu'il va falloir mettre à jour pour pouvoir sérieusement prendre en charge des perspectives économiques complexes et incertaines dans le monde et par ricochet dans notre pays également. Alors, donc, parmi donc, la mise à jour de ces menaces, donc c'est l'aggravation du déficit budgétaire qui a un impact sur la cohésion sociale, parce que donc, les politiques sociales sont financées par le budget de l'État. Et nous n'avons donc, et de ce point de vue-là, donc c'est une menace qu'il va falloir analyser de façon très sérieuse, parce que les déficits budgétaires se creusent et parce que les perspectives également si vous voulez, d'une résilience obtenue par le financement, par le secteur des hydrocarbures de notre société, de notre économie, est historiquement épuisé. Sauf que les gens ne le savent pas. Il est épuisé, pourquoi? Parce que dans les années à venir, les hydrocarbures que nous aurons vont suffire à peine à réaliser la sécurité énergétique du pays, sur le plan interne. Par ailleurs, donc, les énergies renouvelables et leur développement vont exiger également des sources de financement qui auraient dû venir en principe du secteur des hydrocarbures. Nous avons donc une baisse des quantités. Nous avons également une augmentation de la demande qui se fait de façon à deux digits, à deux chiffres. Donc, ça, donc il va falloir allumer d'autres sources, d'autres moteurs de la croissance particuliers. Pourquoi particuliers? Parce qu'ils devront créer plus de devises qu'ils n'en consomment. C'est le grand défi central dans lequel se trouve le pays. Pour pouvoir, et non pas, donc selon le schéma SKD-CKD qui a été d'ailleurs créé par les grands groupes automobiles des pays développés, et non pas donc importer une voiture de façon décomposée, puis ensuite gonfler les pneus et 3 ou 4 points de suture
de soudure, et ça constitue, donc c'est des importations déguisées. Alors c'est un… Alors, sur quelle filière et sur quel secteur s'appuyer? Il va falloir des études et des business plans extrêmement précis pour que là, on ne se trompe pas, parce que là, il y va également des équilibres financiers extérieurs qu'il va falloir. Alors, donc, cette question donc, du budgétaire. L'autre aspect, c'est, je viens d'en parler en partie, c'est l'assèchement plus rapide que prévu de nos réserves de change. Donc, pour lesquelles il va falloir avoir des financements alternatifs, parce qu'il n'y a pas de miracle. Hein, donc, il va falloir donc, donc, avoir soit des moteurs de la croissance qui vont vous produire ces devises, soit les mobiliser disons-le de façon très directe, sur le reste du monde. Alors, quelles sont les formules donc, qui peuvent être privilégiées? Je pense que le project financing est une des formules qui permettent, si vous voulez, de financer donc à partir que le projet rembourse, si vous voulez, l'ensemble de ces si vous voulez, rembourse l'emprunt qu'il fait à partir de son cash flow. Ça, c'est la formule. Donc, et également les crédits concessionnaires pour les grands projets avec les grands pays qui ont des politiques dans ce sens, et notamment nos pays amis. Donc, et ça, je pense que c'est incontournable. Et également avec la contribution des encaisses oisives du marché informel. Ça devient une question de sécurité nationale. On ne peut plus laisser des situations comme ça avec donc des politiques de je fais semblant de ne pas voir, alors qu'en vérité, donc, il y a donc une grande démobilisation donc, qu'il va falloir faire. Pas uniquement, si vous voulez, la finance islamique. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut aller vers une mobilisation beaucoup plus large de ces encaisses oisives qui sont dans des conteneurs, je ne sais pas, à travers le pays, ou je ne sais pas comment les gens se débrouillent pour ça, mais ça pose un vrai problème maintenant, d'autant que le resserrement, si vous voulez, de cette double contrainte financière interne et externe fait qu'il va falloir trouver… alors, et également au cœur des solutions, c'est l'investissement. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, il faut qu'il y ait une reprise d'investissement. 51-49 va permettre, si vous voulez, de déverrouiller donc un certain nombre d'investissements étrangers qui n'étaient pas faits et qui devront faire là maintenant vis-à-vis de l'Union européenne, lorsqu'on va rediscuter sur la mise en œuvre du démantèlement total, parce qu'on y est là. Donc, il va falloir dire, bon, il faut maintenant investir parce que nous sommes dans le marché commun européen, mais nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant qui a été fait sur la base de la déclaration de Barcelone qui disait donc un espace commun de prospérité partagée. Je cite les termes de la déclaration de Barcelone. Or, dans la vérité, on a été plus, si vous voulez, un espace commercial et les quelques rares incursions que nous avions faites donc, sur les marchés donc, de produits industriels chez nous, sur les marchés, on a eu droit à des procès alors que c'était des industries naissantes, on a eu droit à des procès de non-respect des règles de la concurrence, parce qu'on soutenait un certain nombre de produits qui étaient exportables. Je pense donc aux engrais liquides qu'une société privée avait exportés sur le marché européen et pour lesquels donc, l'Union européenne avait dit niet. Donc, vous avez donc un gaz qui est subventionné, par conséquent, donc vous n'êtes pas éligible à notre marché. Il faut être sérieux. Donc, alors, c'est l'ensemble. Moustapha, excuse-moi. Il ne oui. reste plus que 3 minutes pour nous parler un peu d'Algérie. 3 minutes et ensuite on va donner la parole, évidemment. Ça y est, donc je termine en moins de 3 minutes d'ailleurs. Donc, pour donner plus de temps. Alors, donc, il va falloir, donc, cet investissement, il va falloir y aller sur des qui vont apporter des exportations massives sur les marchés internationaux, parce que nous avons besoin de devises. Il ne s'agit plus maintenant de considérer que nous allons donc uniquement donc, rester sur notre marché. Il faut que l'on vende pour qu'on puisse avoir des devises.
Troisième élément, c'est la substitution aux importations avec un soutien plus massif au secteur privé algérien. Et je note avec beaucoup d'intérêt le fait que l'acte de gestion donc, ne fait plus l'objet, et a été décriminalisé, si l'on peut dire, avec la déclaration à la dernière conférence du président de la République, et qui est une avancée certaine dans le climat des affaires. Il faut rassurer donc le secteur privé, faire confiance, mais également, donc, ce n'est pas parce qu'un investisseur perd de l'argent que forcément il a mis dans sa poche. Donc ça, c'est fondamental que notre secteur privé puisse être accompagné de façon sérieuse, avec évidemment les initiatives pour les startups, c'est une très bonne chose, mais ce ne sera pas suffisant pour pouvoir donc régler l'ensemble de nos besoins de financement et de production de services et de biens. Et donc, il va falloir marcher sur les deux pieds. Les grands groupes, il va falloir donc soutenir et accompagner, et également donc ouvrir l'ensemble du champ des initiatives, sans quoi on est dans l'impasse. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci Mustapha. Bon, il va y avoir évidemment quelques questions de la part des spectateurs qui sont là. Donc déjà, j'ai pour ma part, évidemment, pardon, une seconde. Alors, je vais vous donner la parole, avant de donner la parole à M. Souheil Meddah, qui est le premier intervenant à avoir levé la main, et ensuite à Rani Khaldi. Et il peut indiquer sa fonction. Non, t'inquiète pas, les gens vont se présenter, évidemment. D'accord. Et donc, je voudrais juste intervenir sur un point. Aujourd'hui, pour nous, est un grand jour au sein de Caire. Beaucoup peut-être ne le savent pas, mais au moins on vous l'annonce. Depuis des années, on se bat pour que le projet de loi de finances soit rendu public par le ministère des Finances. Et après quelques jours de tergiversation, visiblement, et de glissement en dessous de table de ce projet de loi de finances, finalement, le projet de loi de finances a été rendu public et mis sur le site du ministère des Finances. C'est une grande victoire pour Caire, qui s'est battu pendant plus d'une quinzaine d'années pour que justement ce fameux projet de loi de finances soit à l'avenir rendu public. Il manquera évidemment juste, vous savez, on n'est jamais content, nous on demande plus, et il ne restera plus qu'à formaliser la chose en la rendant beaucoup plus interactive, c'est-à-dire que ce projet doit évidemment figurer sur le site du ministère des Finances, mais en termes de recommandations, en termes de propositions, le ministère des Finances doit pouvoir récolter toutes ces recommandations en ligne, en faire la synthèse et finalement aboutir à un document qui soit la synthèse de tous les échanges qu'il y aurait eu. Bon, pour le moment, ce n'est qu'un seul document qui est mis à la disposition, c'est déjà un très grand pas, on s'en félicite. Donc, je vais sans plus tarder donc, donner la parole à Souheil Meddah. Je vais juste activer, vous permettre de parler. Donc, à vous la parole. C'est bon. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Mustapha Mikidash. Merci pour votre… Présentez-vous, évidemment. Oui, bien sûr, évidemment. Donc, c'est monsieur Souheil Meddah. Je suis analyste financier. Je vous remercie pour votre intervention. J'ai trois petites questions qui concernent, chacune des questions concerne une partie de votre présentation. Donc, pour la première partie, vous avez parlé donc, de l'évolution ou le maintien du taux de l'inflation. Est-ce que, d'après vous, il n'y a pas eu quand même une forme de désinflation ou de déflation sous-jacente sur certains secteurs, probablement, surtout à travers ce qui s'est passé durant ces dernières semaines et ces derniers mois, avec la panne que nous avons constatée dans certains secteurs qui étaient donc en panne à cause de la situation du Covid. Ma deuxième question, elle concerne votre deuxième partie de présentation. Vous avez parlé de trois scénarios, donc le V, le W, le U et quatre scénarios, pardon. Moi, dernièrement, j'ai vu un analyste français, donc Marc Touaté, qui parlait d'une cinquième forme de scénario. C'est le scénario en cas. C'est sur celui de certains secteurs qui
affichent des reprises et d'autres Ouais. qui descendent. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité est-ce que c'est possible, ce scénario est possible pour vous? Pour ma troisième question, qui concerne la troisième partie, bien sûr, vous avez évoqué il y a un instant la question du déficit budgétaire. Mais en matière de reprise, est-ce que d'après vous, une reprise keynésienne avec une politique monétaire musclée ou bien adaptée serait vraiment une nécessité absolue pour nous dans les prochains mois, voire les prochaines années? Merci beaucoup. Je peux répondre? Avant de... Non, on va prendre trois questions. On va prendre Rani Kholli. Donc, hop, voilà. Rani, je te vais te donner la parole tout de suite. Pardon, excuse-moi. Rani, voilà. C'est bon. Rani, tu as la parole, je pense. Rani. Rani, tu es là? Oui, là, c'est bon. Là, je viens d'avoir le. D'accord. Bonjour Slim, bonjour Sim Mustafa. Bon, Donc, je vous parle de Montréal avec le décalage horaire, donc je vous souhaite une bonne soirée. Je suis un entrepreneur et aussi ce qu'on appelle dans le jargon un designer stratégique. Donc, je m'intéresse beaucoup au paradigme de modèle d'affaires que vous avez mentionné dans votre exposé. D'abord, nous tenir en haleine avec juste votre voix et et votre belle face bienveillante est un exploit. Sans exposé, sans PowerPoint, je vous en remercie. La question est plus d'ordre humain, je vais vous dire, parce que vous invoquez vos probabilistes et les statisticiens. Et on sait, j'en ai posé une, donc je sais ce que la statistique peut faire comme effet, mais que pensez-vous de l'aspect purement humain et à quel point on peut prédire les changements de comportement profonds qui peuvent se passer au niveau des centaines de milliers, voire des millions d'humains qui sont impactés par cette crise inédite? Inédite non pas par son contexte de confinement, parce que je pense que l'humanité a déjà été confinée, mais inédite par le fait que cette humanité a été confinée en sachant qu'elle l'est, avec les technologies et les médias sociaux, et puis tout ce qui est les vraies news et les fake news. Donc, je serais très curieux de savoir votre point de vue sur ce qu'on ne sait pas. Du moins les instances sachantes et expertes que vous invoquez dans votre exposé. Ça, c'est pour le contexte plutôt global, puis peut-être que ça toucherait aussi l'Algérie. Parlant de l'Algérie dans votre deuxième volet, et cela nous intéresse de plus près, évidemment, euh, vous parlez de gestion des risques, de changer la matrice, finalement, la cartographie de l'environnement. Vous le savez, nous le savons que nous vivons dans un monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Euh, Quelle posture devrait-on avoir, quelle nouvelle posture devrait-on avoir au niveau de nos gouvernants, au niveau de nos politiciens pour épouser un nouveau paradigme de pensée avant d'en espérer avoir un nouveau paradigme économique? Et si on pouvait être un peu terre à terre de par votre expérience, s'il devait y avoir des quick wins, donc des choses vraiment qu'on peut simplement gagner dans le court terme, ça serait quoi vos recommandations? Merci, Sim Mustafa. très Je bien. vais te laisser répondre parce qu'il y a, Oui, il y a eu deux questions, deux oui. intervenants aux questions longues. Donc, Alors, vas-y. pour Souheil Meddah, moi, il y a trois aspects dans des questions extrêmement pertinentes qu'il a évoquées. Concernant l'évolution du taux d'inflation, je partage tout à fait son point de vue sur le fait qu'il y a eu des éléments de déflation liés, si vous voulez, au fait que dans des situations de crise, de guerre, de crise sanitaire, de couvre-feu, donc disons le terme, donc les ménages ont tendance à moins dépenser et à épargner. Mais paradoxalement, donc j'ai vu une dernière étude faite en France où il disait que finalement, dans cette période, ceux qui ont le plus profité donc, et ont le moins dépensé, disons, ce sont ceux qui ont les revenus les plus élevés. Mais il y a, à mon avis, les deux aspects. Il y a aussi le phénomène du run bank, dont on n'a pas parlé, ou du bank run, c'est-à-dire ces chaînes que vous voyez, donc pas dans les banques, mais dans les guichets de poste où les gens vont aller chercher leur argent. Et puis, il y a eu donc chez nous donc un certain nombre de problèmes liés au fait que les réponses que devaient apporter donc les agences postales
n'était pas suffisante pour des raisons qu'il va falloir analyser donc, de façon plus précise. Mais en tout cas, ces deux phénomènes sont contradictoires, mais globalement, je pense qu'effectivement, donc, il y a eu donc, moins de dépenses. Donc, ce qui fait que les prix, ça a un impact direct sur les prix. J'observe par ailleurs que nos marchés ne sont pas organisés parce que lorsque on affiche, et je pense que le chiffre, s'il a été donné par le président de la République, c'est qu'il est vérifié et qu'il est important, 25 milliards si vous voulez, de production dans l'agriculture, donc une production importante. Mais lorsqu'on va chez le panier de la ménagère, si vous voulez, dernier segment donc, de la chaîne de marché, on trouve des prix importants, ça ne se reflète pas. Donc là, il va falloir donc organiser nos marchés. Nos marchés ne sont pas organisés. Ils sont encore sous l'emprise des lobbies qui utilisent les effets d'aubaine systématiquement et pour tous les produits, les effets d'aubaine. Donc, et ça ne peut pas durer, ça aussi. Lorsqu'on parle, comme le disait Rani Kouli, sur le paradigme, si vous voulez, culturel et intellectuel, il va falloir rompre avec ça. Il va falloir donc avoir de la transparence. Et là, je rejoins encore plus ce que disait donc Slim sur le fait un projet de loi des finances n'a d'intérêt que s'il est mis sur la table de tous les partenaires sociaux avant qu'il ne passe et qu'il ne soit approuvé par le Conseil des ministres. Ça n'a pas de sens parce que les propositions ou les points de vue des partenaires sociaux pourraient être pris en compte lorsque ce projet de loi des finances est mis sur la table avant d'être approuvé. Sinon, ça ne sert plus à rien. Ça sert plus à rien. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à la fois la transparence, l'organisation des marchés, si vous voulez, toutes ces attitudes, ce sont des attitudes nouvelles qu'il va falloir donc que l'on accepte, que l'on soit gouverneur ou gouverné, donc et qu'il y ait réellement donc si vous voulez un dialogue social de haute tenue entre les partenaires sociaux, que ce soit donc les partenaires sociaux, que ce soit les employeurs ou les syndicats, pas uniquement l'UGTA, pour qu'il y ait des solutions consensuelles à de vrais problèmes qu'une seule partie ne peut pas régler à elle seule. Voilà, donc voilà comment et ça, maintenant, ça doit rentrer dans la nouvelle gouvernance. Et je pense que là, nous avons beaucoup de retard à rattraper et les changements de paradigme ont un contenu de ce type extrêmement important et je remercie donc Slim de nous avoir rappelé cette bagarre ou cette lutte qu'a menée Kerr pour que ce projet de loi des finances enfin soit opposable au tiers et soit dans le site du ministère des Finances. C'est une grande avancée pour moi. Donc voilà donc ce que je voulais dire sur cet aspect des choses. Sur les modèles effectivement, il peut y avoir, on peut rajouter donc si vous voulez donc le cas, on peut même rajouter donc le racine carrée, c'est-à-dire que ça descend, ça remonte et puis ça reste. Et ça, donc dans une situation de croissance de 30 glorieuses par exemple. Donc, mais ça, je ne les ai pas évoqués parce que ce sont de mon point de vue deux types de scénarios, si vous voulez, que les probabilistes estiment ayant une probabilité, si vous voulez, de survenue moins importante. Mais en tout cas, vous faites bien de le rappeler. Et déjà, donc, avec les quatre scénarios que j'ai cités, c'est des gens qu'on aura de la peine à trouver dans un monde complexe et incertain. Alors là, je n'ai pas rajouté sur cette incertitude d'autres éléments de complexité qui sont liés à la géopolitique et à la montée en puissance de la Chine, donc au nouveau rapport de force géopolitique et économique qui sont en train de naître, voire de renaître, puisque la Chine a été un grand empire dans le passé. Et donc, tout ça va créer des situations différentes sur lesquelles nous devons, si vous voulez, nous positionner. C'est pour ça que j'ai parlé de positionnement dans mon exposé.
Mustapha, si tu me permets, je voudrais, dans le prolongement de ta question, et puis je vais donner la parole évidemment à d'autres personnes, est-ce que tu as vraiment le sentiment que la politique économique qui est actuellement menée est cohérente? Elle s'inscrit justement dans une perspective de diversification de l'économie et d'inscription de l'Algérie dans l'économie mondiale, ou plutôt autre chose? J'ai mon idée là-dessus, évidemment, mais j'aimerais t'écouter sur ce point de vue. Puis ensuite, je donnerai la parole à M. Oui. Chérifi Fadallah. Alors, il y a dans ta question, moi je pense que Alors, juste, je te on est dans réponds ou l'univers, j'attends que tu… on est dans, non, on est dans l'univers de Caire. Et dans l'univers de Caire, Caire ne s'use que si l'on s'en sert, pour reprendre la vieille publicité de Wonder. Donc, il n'y a pas de langue de bois chez nous, Oui, oui. c'est clair. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Ah, oui, oui, Ok. absolument, Donc, absolument. sens-toi à l'aise. Voilà. Absolument, Merci. absolument. Je l'ai déjà dit d'ailleurs Oui. dans les médias, y compris dans les médias publics, télévision nationale, sur le nouveau paradigme, il y a, si vous voulez, des éléments de rupture fondamentaux et structurants. J'en vois au moins deux. Le premier, c'est la séparation de l'argent et de la politique. Et l'impact sur l'économie. Et ça a été, si vous voulez, un élément de campagne du président de la République, et je pense qu'il est fondamental. Il a été d'ailleurs initié par le Hirak, donc dans cette revendication. Donc, ça, pourquoi c'est important dans le champ économique? Parce que ça permet, si vous voulez, d'élargir le champ des opportunités à des entrepreneurs qui ont le business plan le plus bancable lorsqu'ils devront aller vers le financement ou pour l'acquisition d'éléments, si vous voulez, d'éléments tels que le foncier, etc. Et non pas donc des crédits octroyés à ceux qui sont le plus proches de la décision politique, voire du pouvoir politique. Ça, c'est un élément fondamental. Ça rejoint d'ailleurs donc si vous voulez, l'indépendance de la justice, et ça rejoint d'ailleurs d'autres éléments. Donc ça, c'est fondamental. Ça, c'est un premier élément qui est fondateur, à mon avis, du nouveau paradigme. Le deuxième élément, c'est l'émergence d'un secteur privé, parce que c'est lui qui va porter, si vous voulez, la croissance. Il ne faut pas se leurrer, hein, d'un secteur privé dans ces deux composantes. Dans sa composante, si vous voulez, dans sa composante juvénile, start-up, innovation, mais également dans un aspect qu'on n'a pas encore, à mon avis, et là, c'est l'élément qu'il va falloir, de mon point de vue, ajouter, c'est celui d'accompagner les grands groupes industriels et de services, parce que ce sont eux qui vont donner d'abord, qui vont être un marché pour ces start-up, mais également, donc, qui vont permettre, si vous voulez, surtout d'exporter en masse et d'avoir donc les ressources nécessaires pour permettre au pays d'être souverain financièrement. Et donc, le deuxième, un autre élément que je trouve donc fondateur, c'est celui, si vous voulez, de la sécurisation de l'acte de gestion. Moi, j'en sais quelque chose pour avoir été membre fondateur de l'UNEP, vous l'avez cité, et donc et avoir été remercié parce qu'on a mis en prison nos camarades, dont certains d'entre eux sont morts. Je pense à Shtehla Yarhamo, parce que donc donc ils ont pris des décisions pour lesquelles il n'y a pas eu de succès. On les a considérées comme dissipation de biens publics, on les met en prison. C'est pas normal, c'est pas possible. Les capitaux marchands de l'État sont gérés par le Code de commerce. Et de même que maintenant, il va falloir sécuriser l'acte de gestion et nous avons beaucoup à faire là-dedans parce que nous n'avons pas de jurisprudence suffisante, séparée entre, si vous voulez, l'enrichissement illicite ou personnel, si vous voulez, du risque de gestion qui est consubstantiel avec l'acte d'entreprendre, tu en sais quelque chose, Slim. Donc, c'est-à-dire que l'entrepreneur peut gagner comme il peut perdre. Donc, et ce n'est pas parce qu'il a perdu qu'on va le mettre en justice. Et d'ailleurs, avec l'ouverture, il va falloir qu'on mette au niveau notre jurisprudence du point de vue du droit des affaires. Ça, c'est un grand chantier. Donc, ce qui fait qu'il y a, si vous voulez, des éléments qui sont fondateurs, mais il manque également, à mon avis, une vision prospective à afficher. D'ailleurs, à ce jour, donc, le plan de relance de vision à long terme n'a pas encore été affiché, alors qu'il est en cours
d'élaboration, mais il faut qu'il soit là aussi dans la transparence réelle, donc, et également tenir compte des échecs passés. Donc, il va falloir tenir compte également des échecs passés. Et là, il y a encore, à mon avis, du travail à faire parce que ça engage l'avenir du pays et ça engage aussi donc, les échecs et les succès de demain. Voilà. Très bien, très bien. Donc, on va donner la parole à Monsieur Chérifi, si tu permets. Voilà, très bien. À vous la parole. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur Mukidech, pour votre intervention. Donc, j'habite à Lille et je suis ingénieur d'affaires dans le secteur énergétique. Donc, on a évoqué plusieurs relais de croissance comme les IDE, les importations. Pour moi, il reste aussi peut-être deux autres aspects comme l'apport financier de la diaspora, que comparativement à d'autres pays comme le Maroc ou la Tunisie, le niveau reste faible par rapport de l'Algérie. Et surtout, ma question portait sur l'endettement. Parce que l'endettement, c'est un peu un tabou en Algérie, parce qu'on lit plutôt ça à une perte de souveraineté, alors que vous avez évoqué que le niveau d'endettement mondial, il dépasse les 100% cette année. C'est bien pour ça que je l'ai dit d'ailleurs. Voilà. Donc, mes questions sont les suivantes. Sommes-nous solvables d'autant plus que toutes nos ressources énergétiques, et notamment les ressources fossiles, arrivent à un moment donné à un niveau très, très faible? Et pensez-vous aussi que l'endettement, c'est un axe à creuser et c'est une bonne piste de réflexion à long terme? Et vous avez évoqué brièvement aussi la crise de 2007-2008, la crise des subprimes. Quelle note des agences de notation comme Standard & Poor's ou Moody's donnerait à l'Algérie vu la conjoncture actuelle? Merci beaucoup. Oui. OK. Ben, je voudrais revenir à cette question importante que vous avez, si Chérifi, évoquée. C'est sur le financement de l'activité économique. Moi, je n'ai pas vu un pays qui finance son activité économique sans emprunt et sans endettement. Vraiment, dans le monde, hein, les histoires des pays donc, qui ont émergé donc ont toujours utilisé la dette comme étant un levier de croissance. Je pense que nous allons, si vous voulez, de ce point de vue-là, nous allons, à mon avis, tôt ou tard, être ramenés à voir froidement et lucidement la situation du financement de notre économie. Froidement, je parle du financement extérieur d'abord. Financement extérieur d'abord, nous avons effectivement et je l'ai vécu, cette période donc de l'ajustement structurel sur les conditionnalités qui ont été faites par la Banque mondiale, donc et leur effet sur les entreprises, avec l'obligation brutale de dévaluer, donc ce qui fait que des entreprises qui ont investi 10 se trouvent à rembourser 100 parce qu'on a dévalué le dinar parce que c'est une conditionnalité du plan d'ajustement structurel 94-98, par exemple, et des milliers d'entreprises publiques et privées ont été dissoutes. Donc, de ce point de vue-là, donc, il y a un syndrome. Il y a un syndrome, comme un syndrome Khalifa pour les banques privées. Donc, on a un syndrome. Donc, ce syndrome, il va falloir le dépasser. Le dépasser car dans le monde, il n'y a pas, hormis la Chine, et encore, il faut voir. Donc, il n'y a pas un pays qui n'est pas endetté. Il va falloir donc le paradigme lui-même de l'endettement est en train de glisser. Le consensus de Washington a volé en éclats, de toute manière. Et là, la différence, vous avez évoqué la crise de 2007 par rapport à celle de 2020. En 2007, le financement qui a été mobilisé, hors toute orthodoxie libérale, a été mobilisé pour les grandes banques. Sinon, la crise aurait été dans l'économie réelle. Donc, la crise a été une crise de liquidité, une crise bancaire, plus qu'une crise sur l'économie réelle. En 2020, nous sommes dans une situation différente. C'est la crise de l'économie réelle. Donc, ce qui fait que, pour être court, et je l'ai déjà dit et j'assume, nous devons utiliser les leviers de financement de notre économie en matière de project financing, évidemment, et avec les apports financiers de la diaspora, ça c'est évident. Le project financing qui fait que le projet que vous faites donc va être remboursé
donc le financement du projet que vous faites va être remboursé par votre propre cash flow. Sinon, ça n'a aucun sens d'avoir enlevé la 51-49. Ça n'a aucun sens parce que là, si vous voulez attirer, si vous voulez des investisseurs étrangers, ces investisseurs étrangers vont venir investir chez vous, mais ils vont ramener donc des capitaux qu'il va falloir, sur lesquels donc il y a un endettement interne qu'il va falloir assumer. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vraiment, vraiment, vraiment très, très précis sur ces questions-là. Le deuxième élément, c'est le crédit concessionnel. Moi, si j'ai un crédit à long terme, avec des périodes différées et des taux d'intérêt extrêmement bas pour pouvoir faire le port de Cherchell, le port centre, je ne vois pas pourquoi je vais dire, bon, moi j'ai une doctrine immuable, c'est que je ne vais pas au financement externe. Non, donc il y a même à l'heure actuelle des capacités de financement à la Banque africaine de développement dans laquelle nous sommes l'un des premiers souscripteurs qui ne sont pas utilisés. Il y a, à mon avis, à évaluer au moins cette question, et sur le plan public d'ailleurs, hein, donc l'évaluer également, voilà les risques. Et voilà donc, quand on voit par exemple le niveau d'endettement des pays et le chèque mis sur la table par l'Union européenne pour ses membres pour pouvoir donc financer la reprise, et nous on se met dans une situation, c'est une position à mon avis qu'il va falloir évidemment bien étudier et sur lesquels donc un débat en tout cas doit être ouvert. Voilà sur cette question-là. Merci Mustapha. Je vais donner la parole à Galaxy J7 Pro. Bon, c'est quelqu'un qui apprécie pas renommé, donc si vous pouvez vous identifier. Alors, qui est Galaxy J7 Pro? Je ne sais pas. Donc, il n'y a pas une éthique dans le où les gens doivent s'identifier. Non, bon, il n'y a pas de souci. Allô? Pardon? Allô? Oui, on vous écoute, Galaxy J7. Ah, d'accord. Vous pouvez donner votre profession au moins. Ça, c'est pas le nom. C'est Mohamed Achir. Mohamed Achir, oui. Vous êtes économiste. Oui. Je suis enseignant à la faculté de sciences. Voilà. Bon, désolé, je ne maîtrise pas peut-être bien ce Zoom. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, vas-y. Merci beaucoup, les amis de Caire et professeur Mekridesh pour cette conférence très intéressante. Vous avez touché à plusieurs éléments très intéressants sur l'économie algérienne et ses enjeux au niveau international. Moi, je voudrais vous poser une question sur le scénario qu'il faudrait peut-être imaginer pour 2021, vu ces prévisions de récession qui pourraient atteindre les moins 5% du PIB durant cette année en cours. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer une situation dans laquelle on va enregistrer à la fois un taux d'inflation important, doublé avec un taux de chômage important. Une situation qu'on qualifie en macroéconomie un peu de stagflation. Donc, vu parce que vous avez bien souligné un peu l'absence de capacité de résilience de notre économie actuellement, c'est-à-dire on ne peut pas espérer quand même une redynamisation de la machine économique, surtout la production domestique. Donc, et vu aussi un peu l'importance des déficits budgétaires, c'est-à-dire le volontarisme de l'État ne sera pas comme avant et ne sera pas à jour prochainement avec l'accumulation des déficits. Donc voilà, est-ce que avec la difficulté des entreprises privées également, l'incapacité de recruter et de créer de nouveaux postes, est-ce que 2021 ne sera pas une année de chômage, surtout des jeunes diplômés, et avec aussi la remontée de l'inflation qui sera causée certainement par cette dévaluation continue du dinar? Merci. Oui. Alors, moi, je pense qu'effectivement, dans la gestion du court terme, disons la gestion de conjoncture, nous sommes dans une conjoncture particulière auquel il faut des réponses appropriées. Alors, sur la crainte de la stagflation,
c'est-à-dire donc un taux d'inflation élevé avec un taux d'activité économique faible et un taux de chômage important. Je pense que c'est une situation extrême qui est encore dans le champ de la résilience en fin d'extinction pour 2021, voire 2022. Donc je vous rappelle simplement que lors de la conférence nationale, auquel je n'ai pas été convié d'ailleurs, sur l'économie, donc le président de la République avait mis sur la table de façon très nette, et j'ai oublié de le dire, en disant nous allons prendre 10 milliards de dollars de nos réserves de change que nous allons mettre au service du plan de relance, plus la partie bancaire, hein, et ça donc c'est déjà donc un pari sur l'avenir. L'aspect donc parce que l'investissement doit absolument reprendre. Et déjà, donc, le fait que dans le budget d'équipement, donc les coupes qui ont été faites dans ce budget d'équipement pour la loi des finances, on va voir ce qui a été prévu pour 2021, va porter donc une diminution de la commande publique dans le BTPH et va donc faire que notre secteur du BTPH va souffrir de façon importante. Il souffrait déjà depuis 2014. Hein. Les gens l'ont oublié parce que la diminution des budgets d'équipement dans la structure de la loi des finances a commencé en 2014. Donc, on est donc avec une augmentation d'ailleurs de l'autre partie du budget qui est le. Donc, alors ça, je ne pense pas que nous allons être dans une situation à la vénézuélienne ou donc tel que certains qui nous aiment pas dans le reste du monde donc pensent. Donc je pense que ça peut être compensé parce que l'ensemble, si vous voulez, des amortisseurs sociaux ne vont pas disparaître de façon brutale, y compris d'ailleurs pour les prix des hydrocarbures, les prix si vous voulez, des produits subventionnés, notamment l'énergie. Donc, ceci dit, ça pose un vrai problème, si vous voulez, d'allumer d'autres moteurs de la croissance qui génèrent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des devises et qui soient fondamentalement exportateurs. L'une des erreurs que nous avons faites dans la filière automobile, c'est que nous sommes le seul pays, j'ai lu les expériences d'un certain nombre de pays comme le Brésil, comme la Thaïlande, comme l'Argentine, comme le Mexique, ils ont tous des usines et des filières automobiles avec des usines world scale pour exporter. Donc finalement, on s'est mis dans une situation où cette industrie ne pouvait pas être pérenne parce qu'elle consommait plus de devises qu'elle ne pouvait acquérir, y compris sur le moyen terme. Donc ça, c'est pour dire que les choix des filières qui vont être faites, notamment dans le secteur industriel, je pense à la pharmacie, où ça a été une branche résiliente, qu'on le veuille ou non. Le secteur privé est largement engagé dans ce secteur. Il y a encore des perspectives importantes. Pourquoi ce qu'on a pu faire dans le secteur, dans la filière pharmaceutique, on n'a pas pu le faire dans d'autres filières où ça a été donc des échecs. Il y a aussi les possibilités. Donc, on a, si vous voulez, 70 000 tonnes installées dans la plasturgie et nous sommes un pays pétrolier et on continue d'importer les produits plastiques, du PEHD, PEBD, le PET, alors qu'on peut les produire sur place. Il y a un petit projet là, quand j'étais directeur général de l'entreprise d'ingénierie pétrolier, et ça a été, si vous voulez, l'un des aspects que je regrette le plus, c'est qu'il y a un projet à Skikda où les intrants sont là, un projet de 30 millions de dollars pour faire du linéaire alkyl benzène, qui est un intrant pour les détergents qu'on importe. On ne le fait pas. 30 millions de dollars, c'est rien. Pourquoi ce projet n'a pas intéressé ni le privé, ni le public, ni la Sonatrach, ni le secteur privé, alors qu'on continue à ce jour d'importer du linéaire alkyl benzène, du LAB, pour fait à partir des produits qu'on exporte de Skikda, de la raffinerie et des installations de Skikda en Méditerranée vers le nord, et puis ça nous revient sous forme de produits finis. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses à faire dans beaucoup de domaines. Mustapha, avant de donner la parole aux prochains intervenants, j'ai une question de la part de M. Hakim Oudlali qui te dit que pensez-vous de l'instauration d'une assurance chômage pour les situations exceptionnelles telles que la Covid-19
afin de prendre en charge les travailleurs privés de salaire en raison de l'arrêt des entreprises. Quel organisme prendra en charge cette assurance? Comment peut-on financer cette assurance? Tout le monde peut voir cette question, évidemment. Et si certains veulent répondre par écrit, Oui. Vous êtes autorisé à le faire. Merci. Oui, moi je pense que là, les filets sociaux ont été déjà mis en place pour un certain nombre, d'activités. Alors, le problème, c'est que nous avons donc en économie, quand quelque chose n'est pas traçable, n'est pas identifié, il n'existe pas. Alors, nous, par exemple, quand vous vous rendez compte, dans les petits métiers qui étaient à l'arrêt pendant le Covid, je parle des maçons, des plombiers, qui sont dans l'informel non déclaré et qui maintenant, donc, peut-être c'est une des formules pour les formaliser, donc d'aller donc maintenant donc déclarer leur activité pour pouvoir bénéficier de la prime qui a été mise en place par les pouvoirs publics. Ça a été bon de façon plus structurelle sur l'assurance. Sur l'assurance chômage, il y a donc à voir. Est-ce que ce sont des si vous voulez, des travailleurs déclarés aux organes sociaux, et auquel cas il peut y avoir, si vous voulez, indépendamment, si vous voulez, du déséquilibre des caisses d'assurance et des caisses d'assurance sociale et de chômage. Donc, il peut y avoir, si vous voulez, des primes. Moi, je pense que c'est des mécanismes qu'il va falloir s'adapter à ces types de situations pour pouvoir donc resserrer si vous voulez, la solidarité sociale et le tissu social. C'est une grande question. En tout cas, c'est une problématique extrêmement sensible. Très bien. Je vais donner la parole à donc l'intervenant Samir Hafi. En fait, il y avait Monsieur Krim Mohamed qui était avant Monsieur Hafiz. Monsieur Krim. Bonsoir. Voilà. Oui. Je pense que vous avez un problème de réseau ou de micro. On vous entend. Monsieur Krim. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Oui. Tfadal. Allô, Monsieur Krim. Vous m'entendez? Très mal. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est Monsieur Kim, donc ancien PDG de banque. Ah, Oui, vous m'entendez? Monsieur Krim, bien sûr, Oui. Alors, ancien PDG de la ça fait bien BDL. plaisir. Donc, j'assiste à votre conférence. C'est Mikidesh. Oui. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Et donc, je profite aussi de cette occasion. Exactement, exactement. Oui, donc je profite de cette occasion pour exprimer des remerciements donc au CAIR qui, comme à chaque fois, donc, nous ménage au CAIR virtuel, nous permettant ainsi de rester toujours en réveil avec notre environnement économique et d'appréhender les sujets complexes de l'heure. Vous avez laissé un peu Là. Monsieur Krim, vous n'avez pas du tout de réseau. en présentant les différents scénarios, donc optimistes et pessimistes. Oui. Vous n'avez pas de réseau, Vous Monsieur m'entendez Krim. Ah bon? Maintenant, on vous entend là, mais vous n'étiez pas du tout dans une zone où il y avait du réseau. Donc, on vous écoute. Ah ben, très bien. Voilà. Donc, je disais que je profite de cette occasion pour exprimer mes vifs remerciements au CAIR, qui, comme à chaque fois, donc, ne ménage aucun effort pour nous impliquer à travers des conférences physiques ou virtuelles, nous permettant de rester toujours en éveil avec notre environnement économique et d'appréhender bien sûr les sujets complexes de l'heure. Monsieur Mekidesh, vous nous avez laissé un peu à notre fin lorsque vous avez présenté les scénarios, le V, le W, le U et le L, l'optimiste et le pessimiste. Moi, je m'attendais que vous allez aborder le sujet sur un plan géostratégique et géopolitique et les conséquences sur l'ordre mondial, sur les pays, les puissances, l'Europe, l'Algérie et donc le positionnement de l'Algérie. Donc, on n'a pas eu ça, donc on est resté un peu sur notre fin. Également, sur le plan national, vous savez très bien, donc vous avez bien présenté la situation, et la situation est délicate. Lorsqu'on sait… Oui. Oui, vous m'écoutez? Oui, je vous écoute, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Très bien. Donc, la situation est délicate, surtout avec cette pandémie qui a touché des proportions substantielles des finances publiques et a creusé davantage de nombreux déséquilibres au niveau du budget de l'État, de la balance commerciale ou encore de la balance des paiements. Autre souffrance en liquidité que connaît la place financière et monétaire dans notre pays. Et puis, les stratégies, vous savez, on a mis en place des stratégies, des réformes et qui ne sont jamais arrivées à bout. Tout à fait. Et on est en quelque sorte dans un bis repetita de la situation. Moi, je pense que le président de la République, dernièrement, donc dans la conférence nationale sur la relance économique, et d'ailleurs un plan de relance a été mis en place, et il sera normalement lancé juste après le novembre, donc juste après le 1er novembre. Quelles sont les conditions de succès, quels sont les facteurs clés de succès qu'il faut réunir pour justement réussir tout plan de réforme et toute stratégie économique, Monsieur Mekidel? Ok. Alors, vous faites bien je peux parler Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, vous faites bien de me rappeler à l'ordre pour la partie internationale. Mais comme on avait fait donc un sondage pour voir qu'est-ce qui intéressait le plus la partie internationale ou la partie nationale, donc j'ai donné plus de temps à la partie nationale qu'à la partie internationale. Alors, je reviens sur les enjeux géopolitiques et géostratégiques. Vous savez que dans l'après-Covid, ça a mis à nu la problématique de la dépendance si vous voulez, des pays développés de l'Ouest par rapport à la Chine, notamment dans les circuits logistiques et également dans le fait que la territorialisation des systèmes productifs mondiaux sont pour l'essentiel en Chine. Ils ont été externalisés. Alors maintenant, la vision stratégique maintenant des pays tels que l'Union des États-Unis et de l'Union européenne, c'est de relocaliser chez eux. Et à ce propos, je vous donne la réponse ou l'observation qu'a faite le général Qiu Liang, qui est le directeur général du Conseil pour les recherches sur la sécurité nationale en Chine. Qu'est-ce qu'il a dit dans une interview qu'il a accordé à un journal suisse? Je cite: la haute technologie dépend de l'industrie manufacturière. Avoir des capacités de recherche et de développement ne se traduit pas automatiquement par des capacités high-tech, et la transformation des capacités de recherche et de développement en moyens high-tech est indispensable et dépend de l'un des facteurs les plus importants que sont les capacités de fabrication. Et il continue à dire: les Américains ne sont pas prêts à relocaliser chez eux les systèmes productifs qui existent en Chine. Est-ce que j'ai été clair là-dessus? Donc, c'est-à-dire que la vulnérabilité qu'on constatée, est-ce qu'elle est fondée ou est-ce qu'elle est simplement un élément de langage? Donc, de dire que nous allons relocaliser chez nous et regagner donc une indépendance plus grande et une capacité, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et que c'est pour ça que nous sommes dans des situations où la complexité et l'incertitude restent des éléments qui ne nous permettent pas, si vous voulez, de voir comment donc ce bras de fer, parce qu'il s'agit d'un bras de fer, donc même actuellement, et qui nous menace même à nous, c'est-à-dire nous qui voulons avoir des industries naissantes, on va nous dire demain, dans les pays de l'Union européenne, messieurs, ces industries ont vocation à rester chez nous. Et que par conséquent, donc, un marché de libre-échange n'a plus aucun sens. Et qu'il va falloir, donc, et c'est valable d'ailleurs pour tout le continent africain, qui est un continent émergent, qui a maintenant à la fois les ressources en matières premières, le capital humain maintenant, un large marché, et qui a vocation également à développer des emplois et des activités chez lui. Et ça, c'est une des grandes incertitudes que nous avons dans les relations internationales. Et ça reste un élément sur lequel nous devons faire attention, faire en sorte que dans cette bataille, nous puissions avoir la possibilité de produire chez nous d'abord ce que nous importons jusqu'à présent de l'extérieur et une partie pour pouvoir exporter sur ces marchés. Alors, quel intérêt il y aurait à être dans l'Union européenne si nous n'exportons rien dans ces marchés-là? Je vous pose la question et je me la pose d'ailleurs. Alors, il ne me reste plus que 3 minutes, si vous permettez.
Je vais donner la parole à Samir Hafiz, donc, qui va poser sa question. Il y a quelques réponses qui sont aussi venues pour M. Hakim Oudali. Et puis d'autres questions qui sont posées. Donc, on clôturera évidemment sur l'intervention de M. Hafiz. Et voilà. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Oui. Oui, bon, c'est Mustapha. Merci beaucoup pour votre intervention qui est très, très riche d'informations. Et merci aux intervenants qui eux aussi ont posé des questions d'un niveau assez élevé. Moi, je suis donc Semer Hafiz, je suis le directeur général de Hewlett-Packard Entreprise, donc une société qui est dans l'informatique, comme vous pouvez le savoir. Et je me posais une question par rapport aux différentes interventions. Les différentes alternatives, en tout cas celles qui ont été présentées, sont axées sur une relance industrielle. Et vous l'avez expliqué à plusieurs reprises, et d'ailleurs votre dernière intervention montre clairement que cette démarche-là peut être très vite mise à mal par l'Europe qui ne nous laissera pas forcément prendre ou reprendre une partie de ce que produit déjà la Chine, si la Chine veut bien leur redonner une partie de ce qu'elle produit. Tout à fait. Alors, pardon? Allô? Oui, 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 c'est bon, allez-y. Ce que je peux imaginer dans ce réinvestissement industriel que pourrait avoir l'Algérie, c'est peut-être la revalorisation dans les filières où nous avons de la matière première. Vous avez donné des exemples très pertinents. Arrêtons donc d'exporter du pétrole brut et créons dans la filière pétrole, par exemple, tous les produits à forte valeur ajoutée que nous sommes en mesure ou que nous pourrions exporter alors qu'aujourd'hui nous importons. Maintenant, ce que je n'ai pas du tout entendu de la part ni de votre part ni de la part des intervenants, c'est quelle est la position que vous donnez au digital et à l'industrie digitale, puisque aujourd'hui je pense que nous sommes dans une nouvelle ère qui est l'ère du digital. Quelle position nous pourrions donner à l'Algérie comme non pas étant des producteurs de matières grises, puisque je pense que vous souffrez, en tout cas autant en Algérie que dans les autres pays du Maghreb que je connais très bien, de la fuite des cerveaux, pour aller alimenter les laboratoires de recherche et de développement de nos Européens qui reviennent vers nous, avec des produits tout finis qu'ils nous revendent. Alors, pourquoi aujourd'hui, personne de ces économistes que nous avons, brillants par ailleurs, ne parle de ce potentiel qui n'est pas du pétrole, mais qui est de la matière grise et de cette jeunesse que nous pouvons valoriser justement en la rendant productrice de savoir et de connaissances, chose qui ne s'est pas inscrite et dont je n'ai pas entendu parler dans les différentes interventions d'aujourd'hui. Moi, je voudrais, si vous permettez, si je peux répondre, si j'ai le temps encore de répondre rapidement. Sur le digital, c'est une question importante que j'ai déjà abordée. Donc, lorsque j'ai parlé des startups, j'ai dit donc il faut marcher avec les deux pieds. Entre startups, les startups, ce sont donc des entreprises qui sont le fait de nouvelles technologies, essentiellement donc sur le digital, mais pas seulement. Mais ça reste, si vous voulez, donc un engagement qui est important de soutien en matière de politique publique. Une partie de l'écosystème existe. On a donc des universités, on a des centres de recherche qui ont été sous-utilisés jusqu'à présent et qui peuvent constituer, si vous voulez, constituer un élément de cet écosystème. On a des politiques publiques maintenant qui à l'inverse de ce qui se faisait dans le passé, ont carrément donc dit, nous allons pour le moment non pas donc soutenir ces startups par la dette, c'est-à-dire par des financements, par des bonifications bancaires, mais carrément donc par du capital, c'est-à-dire en donnant par un fonds public. Ça, c'est une avancée qui est importante et que ces startups donc vont être, si vous voulez, donc dans un écosystème qui lui va développer des industries du contenu, parce que nous sommes très en retard sur le plan de la digitalisation. Donc, et là, à la fois au niveau des entreprises, au niveau de la société, au niveau et au niveau culturel. Et là, donc, il y a donc des opportunités nouvelles, comme je l'ai dit, dans
dans une contribution sur un média dernièrement. Donc ça, c'est effectivement fondamental et nous avons les capacités et raison supplémentaire, s'il en fallait une, c'est que ça ne demande pas beaucoup de capitaux, alors que les retours sur investissement peuvent être énormes parce qu'il y a la SCA, donc le fait qu'il y a des économies d'échelle. Et il y a également des possibilités d'aller vers l'extérieur et d'exporter ce type de services. Et nous avons quelques startups d'ailleurs qui sont installées à l'étranger après avoir été créées ici chez nous. Sur les autres filières qu'il va falloir choisir, donc vous parlez de la pétrochimie, j'ajouterai les phosphates pour lesquels là aussi donc, il y a des possibilités de revenir dans le monde comme étant l'un des plus gros exportateurs de phosphates. Le minerai de fer de Djebel à charge que le coût de déphosphorisation ne crée pas un problème de coût trop important qui peut nuire donc à sa profitabilité. Et il y a d'autres possibilités également qui peuvent être l'agriculture et l'agroalimentaire sur lesquels donc il y a encore des avancées à faire. C'est pour ça que dans l'économie réelle, il y a des possibilités. Alors, sur le risque que vous indiquiez, déjà, dans le cadre de l'accord existant que nous avons signé, qui est un contrat d'adhésion avec l'Union européenne. Donc, nous n'avions pas si vous voulez, de quotité à l'export. Et là, cette nouvelle problématique, si vous voulez, de relocaliser chez eux un certain nombre de choses, va être un élément qu'il va falloir négocier dur, parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt de rester dans un marché de libre-échange qui n'accepte que de vous vendre. On a déjà beaucoup à faire dans le marché unique de libre-échange africain qui est en train d'être mis en place. Mustapha, merci. Merci à tous. Monsieur Krim, vous voulez dire un dernier mot comme ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu, donc je vais vous permettre de parler, mais soyez très, très concis et bref. Merci beaucoup. Je vous donne la parole. Monsieur Mekidesh, donc c'est par rapport au financement. Alors, vous avez présenté tout à l'heure la situation donc, de notre pays sur le plan donc, financier, économique. Elle est délicate, je l'ai dit, j'insiste, elle est délicate. Est-ce que nous avons le choix pour le financement et pour la prise en charge du plan de relance de notre économie? Sur le plan du financement interne, pas externe. Sur le financement externe, il faut se préparer. Si demain, on doit aller vers un financement externe, les banques, la Banque centrale, les intervenants, les acteurs donc, du système, ils doivent se préparer pour aller vers le financement externe. On n'est pas encore préparé. Est-ce que le financement non conventionnel va être utilisé ou pas? Il faut le dire, et franchement et clairement. Est-ce qu'on va utiliser le financement non conventionnel, oui ou non, dans la situation actuelle? Je reviens au FinTech, si c'est possible. Oui, on parle de start-up. C'est bien. Donc, on parle de start-up, mais ce qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent, c'est les blockchains. Lorsqu'on parle de blockchain, c'est les différentes sociétés qu'on peut créer dans les différents domaines, tels que, je prends les finances, par exemple. Les finances et les fintech. On peut créer les fintech. On peut créer les santech, c'est-à-dire dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'industrie. Et là, pour ça, il faut une chaîne de valeur et créer un écosystème. Et je crois que c'est des éléments qu'il faut intégrer dans la stratégie économique de notre pays dans le cadre, donc, bien sûr, donc des startups. Merci. Sur ce dernier point, je suis tout à fait d'accord. Pardon, Mustapha, oui, juste une seconde, je voudrais juste appeler à Monsieur Krim. Il y a pratiquement 2 ans, nous avons organisé une grande rencontre autour justement de la blockchain, du Bitcoin, de toutes ces problématiques et des fintech. Et malheureusement, on a saisi la balle au rebond de l'interdiction qui a été faite aux Algériens de détenir un Bitcoin, la plus grande absurdité qu'on ait pu voir à l'échelle planétaire. Oui, mais malheureusement, c'est un texte de loi qui est passé et qui n'a pas été amendé à ce jour. Donc, ça va faire 2 ans que le texte est posé. Si vous êtes propriétaire d'un Bitcoin, vous êtes passible de prison parce que vous enfreignez la loi sur la monnaie et le crédit. Donc, vous voyez que… Mais personne n'est intervenu à ce moment-là parce qu'on était, disons, sous une autre ère. Voilà, donc, Mustapha, pour conclure, s'il te plaît, brièvement… Oui, je conclue rapidement. Je dois arrêter. Oui, ça y est, donc je conclue rapidement. Alors, sur les
sur la question relative donc, à l'élargissement, effectivement, donc au blockchain et pour les startups, moi je pense qu'effectivement il faut donc aller dans le sens donc du progrès et des technologies nouvelles dans le monde. En ce qui concerne le financement interne, puisque quoique les liaisons entre financement externe et interne, donc c'est pas donc étanche, donc il y a des effets donc qui sont dans les deux sens. Sur les capacités de financement, vous avez vu pour le moment, donc la réponse c'est de réformer structurellement. Et ce sont des réformes qu'on a toujours reportées, que les différents pouvoirs précédents, j'allais même dire les gouvernements, ont mis la poussière sous le tapis. Quand il s'agit des réformes sur les gaspillages que nous avons sur les subventions, donc il va falloir effectivement orienter les politiques de soutien, les soutiens vers les couches vulnérables pour la sauvegarde, si vous voulez, du tissu social, mais il y a des gaspillages énormes, y compris aux frontières, dans les carburants, dans tous les produits. Il n'y a pas un jour où l'ANP n'arrête pas donc des contrebandiers parce que c'est le phénomène des prix relatifs. Prix relatif chez toi, c'est pas cher, chez lui, c'est cher, eh ben, il va faire de la contrebande. Et par conséquent, il va falloir structurellement revenir au ciblage de ces soutiens vers les groupes sociaux qui en ont besoin et arrêter cette hémorragie. Ça, premièrement. Deuxièmement, il va falloir que les encaisses oisives soient traitées. L'argent à l'informel, ça ne peut plus continuer. Il faut qu'il soit bancarisé d'une façon ou d'une autre. Alors, on a trouvé une formule qui est la finance islamique. On verra ce que ça va donner. J'espère que ça va contribuer. Mais il y a aussi le dernier point, c'est que le secteur privé doit s'engager dans des banques privées. Il faut que le secteur privé crée ses banques, des banques privées ouvertes. On est l'un des rares pays au monde où il n'y a pas de banque privée avec un capital local. Le syndrome Khalifa, classe, c'est fini. Donc, même si le procès est réouvert, moi je pense qu'il faut dépasser ça et aller vers la mise en place, en restituant la confiance, à la mise en place de banques privées qui vont contribuer au financement de l'économie et non pas uniquement avoir des banques publiques. Et Moustapha, la politique Oui. économique de l'Algérie et son rapport avec le secteur privé est un sujet éminemment politique. Il n'est même pas d'ordre économique parce qu'il s'agit d'une mainmise et d'un contrôle habituel qu'a toujours eu le pouvoir sur l'économie. Il n'est pas prêt à lâcher ce morceau de fromage au secteur privé, ou bien il ne sait pas comment intégrer le secteur privé réellement dans l'économie algérienne. Donc, il est en train systématiquement de pousser le secteur privé à aller à la marge et donc être dans l'informel. Le choix d'être dans l'informel, ce n'est pas un choix volontaire et voulu par des acteurs algériens, c'est un choix qui a été imposé d'abord par le pouvoir, ensuite par le système fiscal algérien. Nous avons dernièrement fait des propositions pour ouvrir le débat autour de la réforme fiscale. On a organisé justement une vidéoconférence dans laquelle il y avait quelques intervenants, mais pas suffisamment, qui était animé par Mouloud Hadir et Elias Kadar. Nous allons renouveler ce webinaire et cette vidéoconférence autour de la réforme fiscale. Pourquoi ? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, cette journée d'aujourd'hui, qui est une journée de victoire pour CAIR, devrait inciter tous ceux qui sont présents là ce soir et tous ceux qui ne nous écoutent pas, et si vous pouvez prêcher la bonne parole, d'intervenir sur le débat. Et si vous voulez, nous pouvons porter aussi vos propositions, puisqu'on on s'accapare d'aucune paternité, du moins on ne s'arroge aucune paternité sur les propositions qui sont faites, des propositions d'amendement à la loi de finances 2001. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai parlé de blockchain et de Bitcoin. C'est un des amendements qu'il faut introduire dans la loi de finances 2021. Et il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et je suis sûr que vous avez quelques idées. Donc, il vous suffit, surtout M. Kalim, qui a été vraiment au cœur du système financier algérien, en parcourant la loi de finances 2021, je suis convaincu que vous allez pouvoir apporter une réelle valeur ajoutée à la réflexion et on pourra venir avec des amendements et des propositions d'amendements qui vont complètement révolutionner l'environnement économique algérien en notant que le pouvoir veuille bien lâcher la bride de l'économie algérienne.
parce qu'on ne peut pas demander aux gens d'exporter tout en ayant un système financier aussi archaïque et aussi à la traîne. C'est impossible. Comment voulez-vous que les acteurs aillent à l'international avec des banques qui sont encore à se poser des questions ou avec des gens qui font des propositions telles que celles que nous avons vues, que nous avons dénoncées il y a quelques jours, de paiement différé à 30 jours, sans prendre conscience de l'impact négatif que cela peut avoir sur l'économie algérienne. Je vous remercie. Je remercie évidemment notre sponsor, la délégation européenne, qui a mis à notre disposition évidemment cet important outil pour nous, qui est un Zoom webinar. Donc, j'espère vous revoir très, très vite dans l'une de nos prochaines rencontres. Merci à tous et à bientôt, à très vite. Et merci surtout à Mustapha pour son excellente intervention. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. C'est bon.